Cette conférence est une des deux conférences que la Maison roumaine organise dans le contexte de l'année européenne du patrimoine. Et à cela, il y a 3 jours, jeudi, le gouvernement roumain a retiré le projet pour que Roșia Montana soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui n'est jamais arrivé. Jamais un gouvernement n'a retiré un dossier qui avait toutes les chances de passer. Les gouvernements insistaient toujours, parce que c'était un honneur pour le pays, pour la culture du pays respectif et la culture universelle. Et pour la première fois, une telle démarche a été faite. 2 mots peut-être pour comment j'ai compris, moi, que je pouvais apporter un témoignage. D'abord, les circonstances sont assez révélatrices, puisque à l'origine, vous cherchez à faire venir Șerban Sturza, qui est un homme extrêmement intéressant et dont l'action elle est remarquable, pilier pour patrimonio et dont l'action pour le patrimoine elle est presque évidente depuis toujours. Donc il a fait énormément de choses pour le métier, pour la restauration, pour l'architecture en général, et bon, il a plus de choses à faire en Roumanie qu'ici, donc il n'a pas pu venir, donc il a suggéré que je puisse faire ça un peu à sa place. Je ne pourrais pas faire aussi, je ne pourrais pas être à sa place, mais j'essaierai d'évoquer 2 ou 3 choses qu'il a faites, donc vous verrez quand même que c'est quelqu'un de très important, justement dans l'état difficile du patrimoine en Roumanie. Alors, je me suis aussi dit que pour comprendre ce qui se passe en Roumanie depuis 90, c'est important de savoir d'où ça vient tout ça. Et un peu d'histoire, c'est important parce que sinon on risque de ne pas comprendre. Enfin, ma démarche était dans ce sens-là. Je me suis dit qu'il faut quand même essayer de voir d'où ça vient, parce que ce qui arrive aujourd'hui, c'est pas un incident, c'est quelque chose qui vient de loin aussi, et il faut comprendre un peu ce qui s'est passé. Alors, je fais un court rappel. Le conférencier de la précédente session avait parlé de comment les choses étaient faites en France par rapport aux monuments historiques, et qu'il y avait une longue tradition et que l'État, depuis 1830, s'est occupé de tout et a mis en place des experts, des structures, de l'argent, une reconnaissance, des lois, qui ont fait qu'effectivement, on est bientôt à 200 ans, les choses marchent si bien qu'on peut faire beaucoup de choses et on peut s'occuper correctement, mettre en valeur le patrimoine. En Roumanie, les choses sont à quelque chose près assez semblable. La première chose qui est arrivée dans cette commission de monuments historiques roumaine, elle est quand même fin 19e, et là, dans sa composition des hommes de grande culture, mais enfin, c'est la première structure identifiée comme telle. Et je dirais que le premier acte, en fait, en faveur de la culture et du patrimoine, c'est l'établissement de l'Académie roumaine, qui date de 1867. Et l'Académie roumaine, dans l'Académie roumaine, enfin, c'est une tradition qui est intéressante parce que depuis longue date, il y a toujours eu soit des architectes, soit dans la commission des monuments historiques, il y a eu des membres de l'Académie qui ont siégé, au moins 2, et c'est quelque chose qui a duré fort longtemps. Et c'est intéressant parce que ça nous montre que, quand même, il y a une base culturelle importante. Et on parle d'Académie roumaine, il y a des gens comme Odovescu, Hăștău, Van, donc tous les métiers, des hommes de lettres, des archéologues, et plus tard, la liste elle est très longue, mais c'est des grandes personnalités, et que ce retour au 19e
XIXe siècle en Roumanie, la culture, c'est quelque chose de très important. C'est un vrai... On pose des structures, on fait aussi bien que partout ailleurs en Occident. Je parle aussi de la partie plutôt la Valachie, parce qu'il y avait d'autres zones où ça allait même depuis longue date, autrement même. Une partie de l'influence germanique, moins d'autres, ça fonctionnait aussi autrement. Donc c'est pour dire qu'on n'est pas parti de rien et qu'on n'est pas très en retard par rapport à ce qui s'appelle passé en Occident. Et bon, l'exemple de la France, ils sont réveillés très tôt, ils ont démarré très tôt. Il y a d'autres pays où les choses n'ont pas allé aussi vite. On était quand même bien lotis avec cette commission. Alors, cette commission, dès le départ, elle a eu un support écrit qui était le bulletin de la commission des monuments historiques. Et encore aujourd'hui, j'en ai toujours quelques exemplaires, j'ouvre avec un émerveillement, parce que ces 10 pages, dans ces 10 pages, il y a tellement de savoir condensé dedans qu'on peut s'étonner. Il n'y a pas un mot de trop, il n'y a pas un quart de ligne de publicité. C'est donc la commission, vous voyez, les personnes, je ne sais pas si on peut lire, vous arrivez à lire, les personnalités qui sont là, c'est des grands noms d'architecture tout court, aussi des historiens tout court, et aussi, voilà, Edika Boudej figure comme architecte-chef. Lui, c'est un des personnages qui a fait une œuvre monumentale avec son œuvre écrite, plusieurs volumes sur l'architecture humaine de Valachie, avec des dessins. Donc on est sur quelque chose qui montre à quoi ressemble des grands cahiers d'une grande qualité graphique, et avec des relevés, des photographies, des notices historiques extrêmement pointues, concises, et tout ce que vous voulez. C'est une vraie leçon de savoir et d'académisme. On n'est pas quand même parti de rien. Le premier bulletin est sorti en 1908, plus de 100 ans. Et il est sorti jusqu'en 1945, le bulletin. La commission des monuments historiques, on considère qu'elle a fonctionné jusqu'en 1947 parce qu'elle a été dissoute en 1947. Le bulletin, on imagine bien, il n'a pas pu sortir. On était déjà dans le changement, dans la guerre, la fin de la guerre et le changement, donc ça s'est arrêté. C'est intéressant aussi de savoir qu'il y a une archive qui n'est pas partie à la poubelle, qui est l'archive de ces années-là. Toutes les archives, alors les archives de l'ancienne commission commencent en 1909 et durent jusqu'en 1947. Donc il y a un lot d'archives extrêmement important qui comprend tout. Et au niveau photographie, au niveau dessin et au niveau de ce qui a pu être écrit et publié, c'est exceptionnel parce que quand même là de quoi puiser. De toute façon, je l'ai vu, je vois ce que font mes collègues en Roumanie, dès qu'on fait une étude historique, si on n'a pas regardé Edika Boudej, c'est qu'on n'a rien compris. C'est la référence, on part de là. Alors, l'époque 47-60, c'est là où il faut chercher les racines de ce qui se passe aujourd'hui. C'est toujours comme ça. C'est une époque où il n'y avait pas de service de monument historique, plus de commission, et on s'est acharné, vous le savez bien, sur tout ce qui était culture et mémoire. Alors, j'ai choisi de vous montrer ce qui s'est passé, parce qu'il y a un bouquin extraordinaire. Je pense que, vous savez, un architecte qui a sorti récemment un livre en 2013 sur tous les architectes romains qui ont été en détention. Et parmi ceux-là, comme Giammattei Sant'Agusino, Stefan Bach, restaurateur, ils ont tous passé 5 ans, 10 ans, enfin, l'amnistie, c'est en 63. Les derniers sont sortis en 63. Et ça a été, comme vous le savez, et si vous ne le savez pas, c'est pas. Il y a eu 2 millions de personnes qui ont subi, de près ou de loin, cette tragédie professionnelle, familiale et autres, sur 20 millions et quelques. Et des gens comme ceux-là, des grands architectes restaurateurs, qu'on a mis exprès, à
parce que Gianni Cantacuzino, c'est ce qu'il a fait. Stefan Balch, c'est le fondateur de l'école d'architecture de restauration. Virgil Antonescu, j'ai eu la chance de connaître ce jeune-là. Sa femme, Elena, ils ont passé des années à construire le canal et ils sont sortis avec des séquelles physiques très graves et avec un moral atteint. Ils sont même sortis vivants. Léon Balch, tous ces gens-là, je les ai retrouvés aussi dans la commission des monuments historiques. C'est ce livre-là, il est quand même, c'est Vlad Dmitri. C'est quelqu'un de très bien. Il a écrit aussi, en collaboration, un livre sur les lieux de détention. Et aussi un pavé extraordinaire de tous ces lieux du goulag roumain. Il est extrêmement bien documenté, le livre, et ça rend compte des choses que vous ne pouvez pas savoir, puisque en fait il est allé chercher dans les dossiers de la sécurité et il a récupéré énormément d'informations. Et donc c'est quand même cette période très sombre qui a précédé. Donc, dans cette époque, bien sûr qu'il y a eu la destruction, il y a eu, on a commencé à construire la systématisation, on a commencé à attaquer les centres historiques, mais on ne se rend pas bien compte parce que c'était sur un espèce de fond objectif, soi-disant, de reconstruction, de donner du logement, c'était habillé autrement. Et puis, de manière extrêmement paradoxale, il y a la direction des monuments historiques qui prend forme en 1960. Il y a une durée de vie assez courte, mais c'est une époque, je dirais que pour tout l'après-guerre, depuis 1947 à nos jours, c'est ce qui s'est fait de mieux. C'est extraordinaire. Sous le régime communiste, une petite structure avec une petite vingtaine de personnes, pluridisciplinaires, donc architectes, archéologues, historiens, restaurateurs, ingénieurs, chimistes, photographes, archivistes, petite structure, très bien, avec une distance discrète, mais le rôle de cette, si on regarde aujourd'hui avec le recul, le rôle de cette direction n'était pas de s'occuper de la totalité, parce que l'architecture vernaculaire, les villages, c'était pas son rayon. Tout ce qui était demeure familiale, princière et autres, sauf exception, ce n'était pas le cas, puisque c'était des biens qui étaient récupérés par des collectivités ou par les structures d'État, et donc on ne faisait pas de la restauration, c'était des lieux qui étaient occupés pour faire autre chose, pour faire des soirées, ou saccager pour faire des sièges administratifs, mais on s'est occupé, le paradoxe c'est qu'on a mis la priorité pour tout un patrimoine religieux. Donc on a restauré pendant ces années, à peine 20 ans, tout ce qu'il y avait de plus extraordinaire en Roumanie est restauré très bien et avec une structure qui s'est mise en place puisque cette direction de monuments historiques avait, non seulement ne faisait pas les projets, faisait aussi toute la partie exécution. Donc il y avait une organisation sur toute la Roumanie avec à la fin environ 3000 personnes qui travaillaient dans des pôles régionaux avec des équipes de chantier, avec des artisans, de tous les métiers, qui étaient tous fonctionnaires. Donc on avait, pour un chantier, ça c'est Cosia, pour un chantier comme ça, mais il y avait, puisque vous voyez, les toits ils sont au bardeau, donc on avait un couvreur qui savait faire ça, il y avait des chaudronniers pour faire du cuivre, il y avait des artisans qui faisaient du fer forgé dans des vraies forges, du tailleur de pierre, du charpentier à l'ancienne, on avait tout ce qu'on faisait. On fabriquait des briques par-dessus, on n'utilisait que de la joaillerie, ainsi de suite. Et on a fait, c'est paradoxal, j'espère que ce n'était pas un plan diabolique pour se dire c'est la vitrine communiste, il faut que ça... Non, peut-être que si, mais ça serait terrible, que ça soit aussi machiavélique que ça. Moi je pense que c'est plus par mégarde, parce que c'était une telle petite structure dans un petit coin de l'administration avec petites dépenses, et donc les chantiers n'étaient jamais vus, parce que qui allait voir ce qui se passe site au site, là, des petits ermitages quelque part, ou là oubliés. Il y a très peu de bâtiments, il y a quelques cathédrales, quelques églises qui étaient dans la ville. En Bucarest,
ça ne se voyait pas, parce que c'était quelques églises qu'on a restaurées. Mais on a restauré Pretzoulescu, qui était devant le siège du Parti communiste. Et on a bien vu qu'on l'a restauré là. Enfin, c'est pas... Mais ça n'allait pas plus que ça. Donc c'est quand même... C'est intéressant, parce que ce qu'on a fait de mieux, c'est dans cette époque. Donc ça, c'est une photo, ça c'est plus nos archives familiales, donc ça c'est l'atelier Bach, que vous voyez au milieu. C'est la dernière année, parce que c'est enfin une année avant, en 76. C'est Stéphane Bach. Gilles Antonescu, que vous avez vu avec sa plaque, son numéro de sortie des années de prison. Cantacuzzino, il vit encore, c'est un très bon archéologue, et puis des architectes, maire du Pretzoulescu, Olga Bouzou, qui est venu en France, a été architecte des bâtiments de France, vient de prendre sa retraite, et Ioana Lazarescu, qui elle est aussi architecte, a travaillé énormément dans une agence de monument historique, sur le château de Versailles, c'était, c'est avec une poignée de gens, on a fait énormément de choses, c'est le paradoxe de cette époque. Et puis après, 1977, c'est la date la plus terrible pour le patrimoine roumain. Tout s'est enclenché à ce moment-là. C'est le tremblement de terre. C'est là où il y a eu vrais dégâts à Bucarest et sur des monuments. Le coup d'envoi, c'est l'église aînée, qui était devant l'école d'architecture, qui était endommagée en 1977, mais pas tellement pour qu'elle soit obligée de démolir, ça n'existe pas. Un bâtiment endommagé comme un autre. Et en fait, la folie destructrice a démarré là, parce que on s'est dit, c'est pas nous, c'est une force obscure qui a frappé, et le communisme a fait le reste, a achevé. Donc on a démoli la première église, il n'y a pas eu de protestation, deuxième, et puis à la fin de l'année, la direction des monuments a été dissoute. Fini. Les archives, tous ces gens-là que vous avez vus dans le bureau sont partis. C'est pour ça qu'ils sont allés à l'étranger, c'est pour ça que les peintres et restaurateurs sont venus en France. Et les 3000 ouvriers, qui étaient tous des forgerons, des tailleurs de pierre, tout ça, là, ils sont mis à faire du béton, des immeubles, ils sont partis à l'étranger. On a perdu un savoir-faire, c'est pas encore récupéré. C'est-à-dire, on a perdu, dans quelques mois, c'est là où on a coupé vraiment la continuité entre ce qu'on a fait depuis la fin du 19e jusqu'à ce là. C'est le vrai saccage a commencé. On les a utilisés au palais de Ceausescu après, ces artisans, non? Bon, j'ai mis qu'une image. C'est la folie, c'est là où ça a commencé. Bucarest, je pense qu'il y en a parmi vous qui ont vu ça. Tout s'est mis à jouer comme dans une espèce de billard de fou. Les églises sur des roulettes, ils sont partis, trouvaient qu'elles n'étaient pas assez longues, elles faisaient revenir, on cassait le reste. Enfin, on démolit des dizaines de monuments. On a saccagé tout leur cadre historique. On a déménagé des dizaines de milliers de gens. Et on a fait ça, et c'est comme, comment dire, c'est un phénomène qui a fait boule de neige. On n'a pas pu s'arrêter. Ce train en marche a pris de plus en plus de vitesse, et ça a commencé après à démolir les villages, les centres historiques, et ça s'est arrêté en 90. Donc c'est quand même une époque, ça va très loin. Alors, je choisis cette image parce qu'effectivement, la direction des monuments historiques était dissoute. Mais ces gens-là, on les voulait revoyer à nouveau. Gilles Antonescu, Stéphane Bach. Donc, non seulement qu'ils ont fait des années de prison, ils sont remis une fois au travail, ils ont été mis à la retraite ou dehors. Et là, ils ont trouvé, alors, il y a eu quelques contacts avec l'Église, avec la patriarchie, ils ont réussi à, ça c'est Alexandre Gucci-Schmidjo, professeur, ingénieur, qui lui aussi, donc ils ont fait de la restauration de monuments historiques sur l'argent de l'Église, en douce, sans autorisation. Et là, c'est déjà 85. Ça faisait presque 10 ans qu'il y avait de la direction. Dans ces années-là, on a fait un peu, et on a fait encore très bien ce qu'on a pu faire. C'est toujours étonnant.
Et en fait, le secret, c'est que tant que cette génération-là, parce que Stefan Banch, il a fait ses études en Italie, il était l'élève de Barbacci, il a traduit, il a appris, il a appliqué la restauration moderne, il a ramené en Roumanie, il a fait de la restauration scientifique. Il a eu la chance d'avoir une longévité pour pouvoir s'exprimer, même au-delà des années 90. Mais tant que cette génération-là n'a pas été complètement effacée, on a quelque chose, on a une épine dorsale qui fait que ce métier a pu fonctionner, ou qu'on a pu faire des choses. Voilà. On arrive en 90. Alors, premier réflexe, c'est de reprendre les choses où on les a perdues. Et ça, c'est très joli. Et bon, ça fait du bien aussi de voir ça. 90, il y a la commission des monuments historiques qui se reconstitue. Donc, depuis 47, 50 ans après, on refait ces structures avec des gens d'une grande qualité. Vous voyez qu'on met en tête Chagrin Cantacuzino, qui lui est déjà à Londres depuis une dizaine d'années. Et vous regardez, pendant la liste qui est là, il y a tout ce qu'il y avait eu. Il y a de tout. Il y a des peintres restaurateurs, des hommes de lettres, des historiens, des prêtres aussi. Il y a des gens de tenue culturelle et morale. Je ne rentre pas dans les détails, vous voyez bien André Pipi, bien quelque chose. C'est la commission, ça fait, si on regarde les commissions, ça change tous les quelques années, il y en a au moins une dizaine qui sont constituées depuis. Vous regarderez la composition. Petit à petit, on n'est pas sur ce même niveau, on va dire, d'exigence. On est de plus en plus sur des technocrates, des choses. Et Grigore Ionescu, qui, lui, a survécu, c'est un restaurateur, et il est nommé membre de l'Académie roumaine dans les années 90, ce qui est aussi, en fait, on rejoint ce qui s'est passé presque un siècle avant, c'est-à-dire qu'il y en avait deux architectes qui étaient membres de l'Académie et des membres de la commission des monuments historiques qui étaient membres de l'Académie. Donc on essaye de faire les choses bien, et tant mieux. Et le bulletin des monuments historiques, il ressort, donc celui qu'on avait arrêté en 45, il ressort en 90. Il sort toujours une condition graphique plus faible, mais on sent que on a envie de faire pareil. On a envie de reprendre le flambeau. Et puis on peut s'exprimer. Bon, nous, on a fait, à Paris, on a eu l'occasion de faire venir une colonne de Bucarest, la maquette du centre historique, sortir des documents. On a sorti des photos. Tout le monde a sorti ces photos, ces images terribles. On a vu des démolitions de tout ce qu'on a vécu. On a pu parler, on a pu étaler sur tout ça. Et puis, il y a eu d'autres démarches. Je ne sais pas si vous connaissez, vous, l'action de cette... Il y a eu une commission qui a fonctionné dans les années 2009-2010, le président Băsescu, un opportuniste ou autre, avait fait mettre ça en marche. Vous ne connaissez pas ce document, donc je peux vous laisser un exemplaire. Il y a aussi un pavé comme ça. J'en ai fait partie. On a passé une année. On était plutôt en bonne compagnie parce qu'il y avait que des gens qui ne faisaient pas partie du système du tout. Et on a pu faire un bilan. Donc ce document, ce travail de la commission, c'était le bilan de ce qui s'est passé entre 1990 et ces années-là. Et le bilan a été accablant parce que, en fait, on s'est rendu compte que toutes les destructions ont continué. On n'avait plus de structure pour travailler sur les monuments historiques. On n'avait plus de principe ni d'école pour faire de la restauration. Au niveau enseignement, tout était très faiblement, on va dire, le niveau professionnel très faible. Et jusqu'à ce jour, il n'y a pas de vrai master de restauration. Il y a eu plein de formules de master plus ou moins avortées. Jamais elles n'ont été reconnues. Même avec l'école de Chaillot, on a essayé toutes sortes de partenariats. Jamais on a voulu
aboutir et faire quelque chose d'exigeant pour qu'on ait quelque chose qui puisse fonctionner. Alors, juste pour résumer ce qu'on a pu écrire, parce que le pavé est long et chacun a mis la société civile aussi était bien représentée, des associations, les historiens d'art et puis des peintres et restaurateurs. Le constat, c'est qu'on a au moins autant détruit depuis 90 que tout ce que le régime, jusqu'en 2000, jusqu'à ce que le régime communiste a pu faire jusque dans les années 80. C'est-à-dire que c'est terrible. Pour d'autres raisons. Pour faire de l'argent, des raisons foncières, par imbécilité administrative, par méconnaissance, par gâchis. Mais on a autant abîmé, autant détruit. Et c'est là où c'est un constat terrible, parce qu'en fait, c'est là où cette image que mes collègues roumains ont utilisée plusieurs fois et ça m'a frappé, comme le train en marche. On ne peut pas arrêter un train en marche. C'est-à-dire le train de 77, il a traversé 90 et n'a même pas marqué l'arrêt. Il a traversé et il continue. Parce que tout le monde, on a compris que le patrimoine c'est fragile. Il suffit d'un coup de bout, c'est par terre. Il y a pas, on ne peut pas arrêter ça. Ça continue. Et en fait, il y en a qui sont faits d'argent. Bon, ça c'est des images qui datent de 2 ans, 3 ans. Bucarest, devant l'église anglicane, le parc ionique derrière, un centre historique protégé, en zone protégée. Il y a 3 immeubles protégés. Qu'est-ce qu'on fait? Soi-disant, on restaure. C'est des bâtiments qui sont tous protégés. Mais ça, on fait ce qu'on a fait dans les années 80. Ça ne nous a pas dérangé de déplacer une façade, de garder la façade et de dire qu'on a gardé le bâtiment. Et ça, c'est sur le boulevard principal, devant le Théâtre National. Des bâtiments en pierre de taille, qui sont là depuis des années, on dit qu'ils sont abîmés. Mais non, parce qu'on a enlevé le toit. Et puis, on garde juste la façade. C'est-à-dire, on fait ce qu'on veut. On fait un investissement immobilier. Mais ça c'est les séquelles. Ça, c'est des années 80. C'est-à-dire, on est toujours dans cette façon de faire. Et les démolitions ne sont pas arrêtées. Ça, c'est pareil. Les images, c'est l'hôpital Koltzer. Vous voyez l'image, vous voyez où ça se trouve. On est en plein, c'est l'église Koltzer derrière. On a démoli un bâtiment, on protège les bâtiments, on juste catégorie B, c'est-à-dire inscrit au titre des monuments historiques, démoli de haut en bas. Parce que c'est les lobbies financiers et les lobbies bâtiments, c'est aussi c'est de l'argent et ça n'arrête pas. Là, c'est le quartier qui est à côté de Sfântu-Gheorghe, c'est le centre historique de Bucarest, à l'USCAT. Après, il y a la commission où j'étais, on avait déjà noté qu'on construisait des immeubles de grande hauteur sans autorisation. On faisait 3-4 étages de plus de ce qui était prévu sur l'autorisation. Bon, ça c'est l'événement, c'est l'immeuble qui était construit juste à côté de la cathédrale Saint-Joseph. Il y a quelques affiches encore, les murs parlent à Bucarest. S'indigne. Il y a un procès, c'est pas encore fini. Le bâtiment, il est toujours sans autorisation de construire. Il est construit, il est terminé. Il y a des choses qui se sont faites. Par exemple, j'ai pu voir de près sur la rue Lipskan, c'est un bâtiment qui est Hanu Gabroven, c'est une ancienne auberge, 19e, comme il y en avait beaucoup. Dans ces traditions des rues commerçantes avec un restaurant. Donc là, ça a été correctement fait, avec un vrai concours. C'est fait avec un financement, l'argent depuis 2007 commence à arriver, puisqu'il y a l'ouverture avec l'Europe, donc il y a, je dirais même beaucoup d'argent. Donc on peut faire les choses un peu correctement, mais avec la monnaie, c'est un bâtiment classé. Avant que les fonds norvégiens arrivent, était dans cet état-là, depuis des années, en plein centre
de Bucarest. Et il y en a d'autres. Même aujourd'hui, si je veux vous ramener des images comme ça, ce sont d'autres bâtiments également protégés. La rue Lipscan, c'est un peu une démagogie du patrimoine parce que il y a eu tout d'un coup une autorisation que la ville a donnée pour qu'on puisse utiliser les rez-de-chaussée pour faire du commerce. Donc là, vous le voyez, le commerce fonctionne, mais dans les étages, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est un centre-ville qui est depuis les années 70, il est pratiquement insalubre, inutilisable. Et on a trouvé que c'était plus vendeur de dire voilà, c'est très animé tous les soirs jusqu'à 2 h du matin, il n'y a que des restaurants, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de passages. Si on veut, c'est vivant, c'est sympathique. Et c'est sûr que, si tu regardes le bâtiment, énormément, toute la zone est protégée. Je ne parle pas des bâtiments, la zone entière. Même des choses très... par exemple, là on est à Cotroceni, dans le palais royal, où il y a le siège du président de la République, où on a démoli en douce une partie du bâtiment parce que ça gênait à l'époque. Donc ça, c'est dans les années après 77, on s'est précipité pour démolir les architectes qui ont resté en charge du bâtiment même après 90, donc qui était avant et après. Bah, ils ont reconstruit, puisque les pierres étaient par la benne, ils ont reconstruit le porche. Et ils l'ont reconstruit assez curieusement. Il y a un peu de pierre, mais tout le reste, c'est du béton et du métal. C'est un peu du décor de théâtre. Donc on est toujours dans la logique d'après 77. On ne fait pas. Alors, j'ai choisi d'autres exemples que m'a fourni Dan Mohan, qui est un très bon peintre et restaurateur, qui est impliqué dans plusieurs projets de sauvegarde pour le patrimoine et aussi à tirer le signal d'alarme sous les petites églises en bois d'Olteni, où il y en a quelques dizaines d'églises qui ne sont plus utilisées parce qu'elles sont trop petites et elles sont toutes remplacées par des grandes églises en béton ou en briques neuves de village. Et la vieille église, souvent soit à côté du cimetière, soit trop petite, on laisse à l'abandon. Et c'est des objets qui sont souvent protégés et qui sont des vrais objets. Donc l'intérieur de l'église présente des peintures murales de grande qualité. Alors, ça c'était la photo d'il y a 2 ans. Il n'y a plus rien. Alors le peintre restaurateur, Dan Mohan, a récupéré les morceaux. Ils sont sur un panneau. Mais il a fait la même chose avec Bucarest. Vous vous rappelez l'image de Bucarest, le monastère coupé en 2. Lui était jeune, sorti d'école avec d'autres étudiants, il a sauvé quelques dizaines de mètres carrés. On peut voir encore un team, quelques endroits qui sont... on a pu extraire des quelques... c'est pas 1200 mètres carrés de fresques de l'église de Bucarest, il reste quelques mètres carrés. Mais ça date il y a 2 ans. On ne fait pas mieux. C'est fait par initiative personnelle? Absolument, avec des étudiants. Voilà. C'était une exposition, je l'ai vue, était dans le bâtiment de l'Institut d'archéologie. Il y a quelques mois. Alors, je peux vous parler de mon expérience personnelle, parce que pour elle, j'ai travaillé depuis 10 ans, j'essaye de travailler, et c'est là où j'ai pu mesurer vraiment la grande difficulté. Donc, ouais, c'est un très grand ensemble, c'est un ensemble placé UNESCO. Donc, seulement, donc, on a une église principale, un cloître, avec 2 fontaines, et mais il y a aussi 3 autres ermitages. C'est un ensemble où, je ne parle pas même de l'église du village, il y a un moulin, c'est un ensemble énorme. Et bien, sur cet ensemble, j'ai pu faire sur 10 ans, j'ai pas eu 1 euro de la part de l'Institut national ni du plan du patrimoine, puisque faut croire que ces fonds n'arrivent pas comme ça. Ils sont fléchés, il faut qu'il y ait un contexte qui rend le finançateur un peu plus bienveillant. Donc ça n'a pas été le cas. Donc on a fait ça que sur les fonds propres du monastère. Et
très peu d'argent que le département de culte donnait. Donc on a fait ça, quelques années de travail, sur une somme qui est de l'ordre de entre 50 et 100 000 euros pour faire la restauration des façades de l'église. On a fait ça. Vous pouvez voir à quoi ressemblent les échafaudages. On s'est fait avec les bois de la forêt. On a travaillé avec du troc. On a donné du bois au maçon. Le maçon, il a ramené une équipe et de la chaux. Et voilà, on a travaillé comme ça. Mais on a fait des espaces à l'époque de Contrevennes. Pour la Roumanie, c'est la Renaissance. C'est des structures savantes exceptionnelles. Donc ça, c'est l'ancien boulangerie, le monastère avec des voûtes croisées très savantes. On a fait une restauration du Parlement, pareil, quelques milliers d'euros pendant des mois, avec des gens passionnés et désintéressés. C'est un grand bâtiment qui est l'appareil de la pimenterie de Johan. C'est l'époque de Contrevennes. On a pu faire juste un toit de sauvegarde. On a préparé la porte et c'est tout. Et cette année, enfin, on a réussi, on a posé un projet avec financement européen. Et on a, le projet a été éligible, donc on a obtenu 2 millions d'euros pour le travail. Et au moment où cet argent est arrivé, le monastère m'a fait savoir par un mail très court et sur ça, et ils ont trouvé une autre équipe d'architectes pour faire le travail. Et je suis en pleine bataille, puisque je suis retourné, je trouvais que c'était trop facile pour travailler gratuitement 10 ans, et qu'ensuite, quand il y a enfin de l'argent, il faut trouver quelqu'un par lequel on saura utiliser cet argent-là, comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire garder 30% pour le bâtiment et se distribuer le reste. Ce n'est pas des blagues. Alors, je vous montre, pour changer de sujet, ce qu'a fait maintenant Shervan Sturza, puisque il a restauré cette maison qui appartenait à Yomi, qui est quand même un architecte emblématique pour la Roumanie, et donc il a eu la chance de pouvoir récupérer pour l'ordre des architectes cette maison. Et il a fait les choses bien. Il a fait une très bonne documentation, il a tenu des photos anciennes, les actes, les papiers. Ils se sont livrés à faire aussi l'arbre généalogique de la famille. Et c'est très intéressant parce qu'il y a plein d'autres architectes qui sont, si on regarde dans le détail, il y a beaucoup d'histoires qui s'ouvrent. Mais il est allé quand même jusqu'au bout. Et il a fait une restauration à la fois respectueuse et innovante parce qu'il a fait le chauffage, l'électricité, tout, mais il a gardé les poêles, il a mis des brûleurs en gaz très modernes qui fonctionnent parfaitement. Donc il a laissé tout le chauffage du bâtiment se fait avec ces magnifiques poêles qu'il a gardé les papiers, les plafonds peints, dorés. Il a refait la grille. Et il a fait aussi, parce que ces restaurations valable, et il y a aussi un sens de la mémoire. Il a aussi mis une plaque qui raconte l'histoire du bâtiment, de l'histoire de qui était ce personnage et ce qu'il a fait. C'est toujours assez joli comment on fait, parce qu'il y a à la fois ce travail de restauration, mais ce travail qu'on fait sur la mémoire, ça ne peut pas marcher l'un sur l'autre. Bon, j'ai un clin d'œil aussi. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites pour Rocha Montana, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une zone dans les montagnes de Roumanie, centre de la Roumanie, près de Cluj, on va dire entre Albaïu et Cluj, où il y a un enjeu patrimonial et environnemental majeur, puisqu'il s'agit bonne vingtaine de monuments historiques classés qui vont de toutes les époques, de vestiges antiques, d'églises médiévales ou de galeries d'exploitation aurifère qui datent de l'époque antique, de l'époque médiévale, d'exploitation, on va dire, intensive, et des exploitations post-médiévales artisanales.
toutes de grand intérêt, y compris toutes les installations techniques qui vont avec. Tous les moulins, les forges, tout ce qui gravite autour de ces choses-là. Et il y a beaucoup d'associations. La bataille n'est pas perdue. En tous les cas, elle n'a pas été perdue sur Ostia Montana, parce que la bataille est longue. Et moi, je fais partie de cette petite association Fanabiano, qui s'est cassée pour organiser tous les ans. C'est une présence, on assure, de faire venir les gens, faire aussi du bruit par rapport à ça, et travailler, faire de l'inventaire, restaurer, comme vous voyez ici, une ou deux maisons en bois, on achète très peu d'argent. En fait, c'était aussi la politique, je l'ai rappelé la dernière fois, une des premières idées qu'avait eu cette association, c'est d'acheter quelques mètres carrés de manière dissipée par-ci, par-là, pour bloquer le cadastre, pour empêcher qu'au niveau foncier, il soit, on embête, pour être poli, on embête tout le monde, qui ne puisse pas racheter des terrains, qui ne puisse pas disposer du foncier, pour qu'il y ait le plus possible de propriétaires, que les procédures soient compliquées et que ça ne puisse pas. Et donc, il y a ces mini-sauvetages, il y a de l'inventaire qui est fait tous les ans, ça dure déjà depuis, je dirais, une dizaine d'années que ça dure. Moi, je suis allé la première fois en 2009. Après, il y a un travail qui est fait sur la mémoire, sur tout ce qu'on peut encore retrouver chez les gens, comme documents, comme objet de mémoire, comme écrit, acte, ainsi de suite. Et voilà, on va identifier des forges, des ateliers. Et puis je montre aussi parce que en fait, cette présence, il y a plusieurs associations, il y en a ARA aussi qui fait des ateliers, même l'école d'architecture de Bucarest a fait des choses. Et du coup, on voit qu'il y a des choses qui se passent. Là, c'est une petite auberge qui a été aménagée, très bien, très joliment faite et tout à fait dans l'esprit de ce pays. C'est un pays du bois, c'est un pays de montagne. Donc, les choses avancent bien. Voilà, il y a eu un inventaire qui a été fait aussi sur ces exploitations, sur les galeries anciennes, sur tout ce qu'on trouve, même ces petites galeries artisanales. Et puis voilà, j'en vois régulièrement. Les murs parlent aussi à Bucarest. Là, c'est écrit on ne veut pas de l'or avec l'ancien mur. Et puis là, ils sont tous les membres du gouvernement sont identifiés tous ensemble pour le futur doré du pays. Alors, je finirai par ce qu'a pu faire Sherman Sturza dans son acte de... C'est une maison de maître à Tsibanej, c'est le Konak, la maison cap de Tsibanej, et il a fait des choses pareilles depuis une dizaine d'années. Il y en a beaucoup d'autres qui le font, je ne peux pas les citer tous, heureusement, parce que moi ça me donne de l'espoir, je trouve que c'est très bien ce qu'ils font. À Courtichoir, ça se fait aussi pour les Koulas, il y a plein d'endroits où les gens se bougent et ils font des choses comme ça pour les jeunes. Donc là, c'est fait dans le cadre de Pro Patrimonio, avec des tout petits financements, et c'est un bâtiment, même l'histoire du bâtiment, elle est assez pathétique, parce que c'est une belle maison en briques, bien bâtie avec des planchers en bois très solides, et qui a commencé à être restaurée dans les années 90 avec l'argent de l'État. Le bâtiment est encore propriété d'une collectivité locale. Et le projet a commencé par découper tout le parement extérieur de la façade. Tous les profils ont été rasés, cassés. Donc ce qu'on voit à la façade, il y a une armature verticale et du béton projeté sur la façade.
la maison n'avait plus une seule fenêtre, puisqu'elle a été toute volée. Et à l'intérieur, on avait retiré tous les parquets, et tous les murs étaient piochés, les moulures rabotées, et tout est doublé avec des réseaux en armature métallique, et manquait le béton, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de passer. Donc, Sherman a récupéré le bâtiment dans cet état. Chaque année, il fait un peu, donc il a réussi à mettre les fenêtres. Et à l'intérieur, il a refait tous les crépis. Ils sont faits à la terre, un mélange de terre et de blouse de vache. C'est fait en torchis. Parce que vraiment, on fait avec rien du tout. Alors, l'atelier, il est sur plusieurs volets. Donc, il y a ces travaux de maçonnerie, des crépis. Donc là, c'est un exemple pour les élèves. Ils leur apprennent non seulement de faire les crépis à la terre, après des finitions à la chaux, et là, c'était un atelier où ils ont appris à faire de la fresque. Donc, travailler à fresco, à l'ancienne, c'est quand même une très belle tradition en Roumanie. Port Vivas, très bon peintre et restaurateur. Donc, ils ont fait ça, il y a un peu de mobilier. Et il a monté aussi une forge, puisqu'il y a beaucoup d'enfants dans le village, des enfants désœuvrés. Il y a eu une école de métier qui a fermé. Donc, son rêve, c'est de... Et d'ailleurs, ça fonctionne, puisque les élèves de l'école de métier n'ont pas de forge. Donc, ils viennent tous les ans faire 2 semaines de stage chez lui, au Conac, puisqu'il a monté une forge. Et c'est très joli parce qu'il y a tous les outils, il y a beaucoup de jeunes, et sur les murs, ce qui est écrit, c'est tout en 2 langues. C'est en français, en roumain. Chaque outil, il est nommé, puisque comme ça, ils apprennent à parler, ils apprennent à comprendre ce qu'ils font. Et c'est, à chaque fois, il y a l'explication, ils apprennent. C'est une école, mais ils travaillent aussi. Moi, je les ai vus, ils font des objets assez jolis, c'est très vrai. Là, c'était, il y avait une quinzaine de jeunes de 16 ans qui étaient venus, sont restés 2 semaines, et ils ont fait de la forge et de la charpente, vous allez voir. Puisque la forge, elle sert à faire des outils, et ça, c'était ce qui s'est passé l'année dernière. Il y a eu un partenariat avec Charpentiers sans frontières, qui sont venus là. Il y avait une 50aine de charpentiers venus du monde entier, des Anglais, des Allemands, des Roumains, des élèves, des Français, et ils ont fait ensemble une superbe charpente. Ils se sont fait des outils, je trouvais ça un plaisir, qui sont tous partis avec un outil fait avec le fer de Sibanech, avec le manche fait par eux-mêmes. Donc ils étaient tous très fiers, il n'y en a pas 2 pareils, ça se voit bien. Très beau. Ils ont fait une charpente qui est avec des bois courbes. Ils sont allés chercher exprès. Vous avez vu les chevaux, une forêt à 2-3 km. On peut faire des choses, donc on peut restaurer, on a pu protéger. Et on peut aussi apprendre aux autres, on peut garder le métier. Il y a des choses qui sont quand même fort jolies. La charpente, il n'y a pas un clou en fer. Tout est fait à la cheville, avec l'assemblage traditionnel, fait vraiment dans les règles, ça se voit à l'allure, c'était ferme, asymétrique, avec ces bois qui se croisent comme ça. Moi, je trouvais ça d'une grande élégance, vous voyez. C'est fait très savant. Ouais. Et puis, il y a toute une autre préoccupation un peu des sociétés. Voilà, il est là, ils ont bâti un lieu pour manger qui est autour d'une énorme cheminée à l'extérieur où ils font tous les jours du pain, on fait à manger et on mange autour. Je suis allé au mois de novembre, presque il faisait très très froid, mais on pouvait s'en sortir en tenant autour. Et c'est, en fait, il arrive presque à être autonome. Donc il fait du pain, il fait le fer, la terre, il la travaille. Donc il y a aussi une formule. Et alors, c'est aussi quelque chose qui est... on est retourné presque... On a l'impression que ce qu'il fait, c'est comme s'il travaillait en illégalité. Parce qu'on travaille
moi, ça me rappelle, si c'est pour faire une comparaison, puisque vous êtes aussi des gens de toutes sortes d'univers, et vous êtes aussi de profils plus académiques que moi, en tous les cas, moi, ça me rappelle les livres qui étaient écrits à la main, qui circulaient avant 90, dans les années 80, c'est-à-dire que ça ce côté-là, complètement fait de rien, avec rien, mais ça va très loin. Donc, on peut dire qu'il y a un peu d'espoir, mais il faut se battre, parce que, comment dire, les choses sont tout aussi graves. Et le fond n'a pas changé, parce qu'on n'a pas compris d'où ça vient, on n'a pas pu faire le tri, on n'a pas pu prendre position. Bien sûr qu'il y a des belles personnalités comme cet homme-là, et il y en a plein d'autres qui résistent bien, qui ont le courage de dire ce qu'ils pensent. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il y en a d'autres qui préfèrent juste gagner de l'argent, ils s'en fichent complètement. Donc, et ils sont nombreux, et ils ont aussi, comment dire, ils arrivent à se mettre ensemble le plus facilement. Voilà, j'en ai fini, donc c'était mon propos pour aujourd'hui. Cette direction des monuments historiques, quand elle a été créée en 60, elle appartenait où? Auquel ministère? Le ministère de la Culture? Non, c'était le ministère de la Construction, c'était ISCA, si encore. C'était une obscure, un petit département lié dans ces organismes. Ils étaient très peu nombreux, parce que moi j'ai travaillé aussi comme vous à l'Institut de construction typisée. On était, bien que dans notre bâtiment, on était quelques 200. Et devant, il y avait un autre bâtiment avec 300 architectes et ingénieurs. Donc, c'était des instituts, alors que la direction des monuments historiques, ils étaient 20 et 30 avec le photographe et l'archiviste. Et pour une moitié qui sortait de la prison. De cela, il y en avait pas. Ça s'était donné une... Hélas, il y en avait vraiment nombreux, puisque le livre avec les architectes qui étaient en prison, il a été comme ça. Oui. Il y a autant de vies brisées, c'est terrible. Et après 70, quand a été recréée cette direction, la direction a été recréée en 90. Alors, quand en elle 77, il y a eu la oui. dissolution. Et il y a eu juste un département au ministère de la Culture. C'est au ministère de la Culture et de la Direction du patrimoine culturel national de Pétienne, où il y avait M. Vassile Dragouts, qui a fait ce qu'il a pu, mais c'est en rien comparable. Parce que lui, bon, il a défendu certaines positions, mais l'époque était déjà, c'est-à-dire on avait tout perdu, c'était plus, on ne pouvait rien défendre. C'est-à-dire il fallait juste s'opposer à ce qu'on démolit de Voronezh, mais on ne pouvait plus résister pour des choses de fond. Et la direction du patrimoine, celle de Dragouts, n'avait plus le volet exécution. Donc il ne faisait pas de projet, il ne faisait rien du tout. Il donnait des autorisations, il sortait quelques livres, il vivotait. Mais je ne vais pas nier ce qu'il a fait, puisque c'est souvent comme ça en Roumanie. Il faut regarder qui a fait, dans quel moment. Dans l'époque où Dragouts a travaillé, je pense qu'on peut considérer que c'est honorable ce qu'il a fait avec la liberté qu'il avait en ce moment-là. Mais la liberté était déjà un peu plus grande qu'avant. Non, c'est-à-dire après 77, non. De ce point de vue-là, du point de vue culturel, c'était le désastre du patrimoine. C'était fini. On ne pouvait plus aller dire qu'il fallait de l'argent pour réparer un toit sur un monastère. Ça, c'était pas possible. L'État finançait plus rien de tout ça. Si on compare la situation en Roumanie avec la situation dans des pays de vieille tradition, mettons la France, que vous connaissez bien, point de vue du patrimoine, de la sauvegarde, de la conservation et surtout aussi de la conservation, vous avez bien insisté sur le fait qu'on ne sauvegardait pas seulement les objets, les bâtiments, mais également le savoir-faire, ce que vous avez dit justement avec les forges, les métiers, etc. Ça date depuis bien longtemps en France, certainement. Mais il y a des affaires immobilières où l'argent s'est
le seul objectif. Si vous comparez, que pouvez-vous dire? Parce qu'en Roumanie, maintenant, au nom du libéralisme, après 90, après 89, bien sûr, on dit on est des libéraux, donc on y va, pour bien se remplir les poches. Dans l'économie libérale, on veut se remplir les poches aussi, mais il y a des limites, ici c'est un petit peu de voir que peut-on éventuellement faire en Roumanie pour améliorer un petit peu cette situation, en prenant comme exemple la situation existante dans un pays comme la France. C'est difficilement comparable parce que la France n'a pas connu 45 ans de l'aval de cerveau communiste pour saper toutes les notions profondes de culture, de mémoire, d'histoire. Parce qu'une culture ne se bâtit pas sur rien et ça ne se bâtit pas sur un procédé politique. La Roumanie, c'est un pays très riche en tradition et une tradition un peu particulière parce qu'elle n'est pas culte, il y a beaucoup de vernaculaire, il y a beaucoup. Roumanie, c'est quand même aussi, même en patrimoine architectural, c'est plus du vernaculaire que du culte. C'est-à-dire ce qui est la grande richesse de la Roumanie, c'est ce qu'il y avait dans les visages. C'est un Roumain, tu lui demandes de faire un torchis sur un mur, il n'a besoin de rien, il le fait tout de suite. Et ici, il faut faire un stage à n'importe quel ouvrier spécialisé pour lui apprendre à faire du torchis parce qu'il ne sait pas. Même faire un outil, les gens ne savent pas faire un outil, ils l'achètent au supermarché, ils achètent, c'est tout fait. Ils ne savent pas faire avec leurs mains. Un Roumain, il fait encore tout avec ses mains, il est capable de faire, je les ai vus encore il y a un an. Il sait faire de la poterie, il sait faire sa maison, il sait tout faire. Des vêtements, ils sont super doués. Et ils sont aussi, ils sont dans ces traditions-là. Donc, on a quand même essayé de casser. Donc, ce qui est très difficile, c'est que on a énormément perdu. Il y a un retard énorme. C'est-à-dire qu'on a un culte qui est très loin dans le cerveau des gens que l'histoire des villes, que tous ces vieilleries, tout ça, ça n'a pas de valeur. Il y a une vraie... c'est contaminé, le raisonnement, il n'est pas sain. Alors que, ici en France, la notion de monument historique, elle se base sur cette acceptation de la valeur de bien commun. Que tout le monde accepte un monument historique, c'est quelque chose que tout le monde veut préserver. En Roumanie, on pense que quelqu'un a collé un label pour empêcher son propriétaire d'agrandir sa maison et construire une tour à la place. Ou quelque chose comme ça. Donc, c'est-à-dire que c'est absurde. Les valeurs les plus élémentaires ici, alors ça vient de loin. Parce que à l'école, on ne leur apprend pas. On ne fait pas des classes patrimoine comme ici. On ne leur apprend pas la vraie histoire du pays, l'histoire de la civilisation humaine. On ne leur parle pas de ça. Donc, les gens, ils pensent qu'il vaut mieux mettre par terre la maison de ses parents et construire en plastique. Et en matériaux qui payent cher, alors qu'ils pourraient le faire avec gratis. C'est difficile. Je pense que c'est pour ça que je commençais par l'histoire, parce que je trouve que l'histoire du service des monuments historiques et de ceux qui pouvaient restaurer, il y a eu quelques rescapés dans la direction des monuments historiques. Ça a permis à une petite, pas élite, des gens qui tiraient leur savoir de la génération d'avant, la Deuxième Guerre. Donc, on a bénéficié de cet esprit-là qui a été sauvegardé, mais les générations ne durent pas à l'infini. Et aujourd'hui, je veux dire, vous regardez les commissions de monuments et ceux qui font des projets en Roumanie, je n'ai pas illustré, je fais exprès, je préfère vous montrer des petits projets qui sont dérisoires où des gens se battent pour comment dire, animer, apprendre aux jeunes à faire des choses, pas vous montrer le saccage à grande échelle qui se fait avec des dizaines de millions d'euros, dont une grande partie des millions qui viennent d'ici, des millions européens, parce que je ne vais pas vous montrer ça, parce qu'il y a de quoi se suicider. Je ne vais pas faire comme vous, si vous parlez de roche à montagne, et si moi je vous montre. Mais moi, je ne peux pas photographier ça, parce que je n'ai pas envie. Je préfère vous montrer une petite chose faite à la campagne, qui je trouve très honorable, que de vous montrer comment on a saccagé avec des millions un grand monument roumain. Et celui-là, il y a une anarchie totale. Vous pouvez le nommer? Non, je ne fais pas ça. Il y a une longue liste. Il y a une longue liste. Écoutez, moi je peux vous dire juste, je ne fais pas de
puisque j'ai été appelé au monastère de Tourès, je me suis retrouvé à un coup de fil de la nonne supérieure de Tourès qui m'a appelé, disant donc, architecte, est-ce que vous pouvez venir vous occuper du monastère? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Venez, on va parler. Je suis allé une fois, deux fois, elle m'a expliqué. L'architecte qui s'est occupé, qui était à l'époque le président de la commission supérieure, je ne vais pas le nommer, elle a dit, ce monsieur-là, je ne veux plus le voir, je l'ai mis dehors. Il a interdit de venir au monastère, il m'a fait payer du cuivre de 8 dixièmes sur le toit, il a mis du 3 dixièmes. Il a dit qu'il a fait un assainissement autour de l'église. Il n'y a rien, monsieur l'architecte, et je vous confirme qu'il n'y a rien, puisque j'ai dû refaire le socle qui était complètement explosé derrière lui. Et puis voilà, elle a dit, bon, ces gens-là, c'est des voleurs, ils ne mettent plus les pieds dans le monastère. Il y a à ce propos, je crois que vous avez touché un point essentiel. Quand vous avez parlé du lavage de cerveau, de ce qui s'est passé pendant ces sinistres décennies du terrorisme communiste, mais ici, j'ai vu la liste que vous avez affichée avec les noms des personnalités qui étaient dans cette direction des monuments historiques. La première d'après 90. Après 90. Oui. Il y a eu quelques noms qui étaient, je cite un par exemple, Răzvan Teodorescu. Il est toujours là. Ben oui, il est toujours là, et on sait qui était Răzvan Teodorescu. Et il y en a quelques d'autres. Si vous voulez là, vous ne pouvez pas être aussi exigeant avec la Roumanie, où tout le monde est ami avec tout le monde accepte tout. Dans une commission, non, mais sur une liste, enfin, je trouve que là, enfin, moi je dis juste ce que je pense. Sur une liste où vous avez 30 noms, et si sur les 30, il y en a 4, on sait bien qu'ils n'étaient pas à la hauteur des autres, ça va très bien. Mais aujourd'hui, cette liste, elle est dans l'autre sens. Vous allez me dire sur la liste actuelle, qui sont les gens bien? Je vais vous demander de me dire. Et vous allez, c'est beaucoup plus difficile, parce que vous rapprocherez à 1 ou 2 ou à 3 noms, et que les autres, vous pouvez douter de tous. Parce que ça s'est inversé. 90, ça a été quand même un raz-de-marée dans le bon sens. C'est-à-dire que tous ceux qui ont été mis à l'index pendant des années, ils ont pu s'exprimer et on a pu reconnaître leur règle. Après, petit à petit, les autres sont revenus. Ils ont marché sur les têtes des premiers, ils les ont noyés. Et c'est de plus en plus le cas. Est-ce que vous croyez qu'il y a un lien entre l'attitude de certains intellectuels? Je cite un grand nom, Noïka. Constantin Noïka, je me rappelle, il est arrivé à Paris en 1985. Je l'ai rencontré brièvement, c'était juste à l'époque où on démolissait Reperche. Et on en parlait d'une chose et d'une autre. J'ai vu sur cette liste-là où était Teodorescu, il y avait aussi Plech, donc quelqu'un de très proche de lui. Et je me rappelle comme Noïka plaidait en disant on ne peut rien faire. Le pouvoir est là. Ce que nous pouvons laisser un témoignage et faire au littérature des certains. Écrire ça pour éventuellement les générations futures qui vont découvrir nos pensées. Mais finalement, c'était une sorte d'abandon de toute forme de contestation, de lutte. On a dit Amen. Est-ce que vous pensez qu'il y a on peut faire un lien avec l'état dans lequel se trouve aujourd'hui? Vous avez parlé de 4-5 personnes de qualité dans la commission et puis le reste, on peut douter fortement. Est-ce que c'est lié à à l'abandon de la résistance par le peuple roumain à un certain moment? Je ne crois pas. Alors ça tient tout simplement à la personnalité et au vécu de Noïka. On sait que lui, il a été aussi emprisonné, qu'il a... moi j'ai lu ce livre avec les architectes en prison, parce que j'en connais... Enfin, j'en ai rencontré, connu
peut-être une bonne partie de ces gens-là, et qui sont souvent même des parents des gens de ma génération. Et j'ai très bien vu qu'il y a des gens qui ont pu se sortir à peu près correctement. J'ai vu aussi des gens complètement brisés. Il y a eu quelques femmes dans ce livre, je vous invite à lire parce que une femme architecte est emprisonnée même une année à Gilava ou je ne sais pas où, tu te remets plus de ta vie. Et c'est le cas. Ils n'ont plus fait de métier, ils sont partis. Vous voyez des gens brisés complètement. Il y a d'autres qui étaient d'une capacité, d'une résistance extraordinaire. Un qui a fait 17 ans, qui est sorti avec une soif de vivre extraordinaire. Mais il n'y en a pas beaucoup qui ont résisté à ça. Donc ça, si vous voulez, il y en a qui, au bout d'une année, ils ont été cassés pour le reste de leur vie. Noïka, il a quand même donné dans ses élèves, Lech, c'est un vrai combattant. Il ne les a pas ministres, il a quand même défendu des idées, il s'est battu pour des choses. Je ne peux pas dire qu'elle aura appris d'être défaitiste. Je pense que ça tient à son vécu personnel, le fait que lui a été cassé par la machine. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, tout ça. Mais bon, je pense que ce n'est pas le cas. Parce que Doinator, c'est un bon exemple de personne qui n'est pas n'a jamais abdiqué. C'est pas nombreux, oui. Vous avez parlé de fonds norvégiens et puis de l'UNESCO tout à l'heure, oui, qui a reconnu certains sites et puis qui coince pour d'autres. Est-ce qu'une reconnaissance internationale de la richesse du patrimoine romain et culturel roumain est envisageable pour justement une présence internationale comme ça se fait au Cambodge ou comme ça se fait dans d'autres pays puisse intervenir et permettre à la Roumanie de reconnaître sa propre fierté patrimoniale et culturelle? Non, il y a beaucoup de sites qui sont classés UNESCO. Il y a les églises en bois du Maramureş qui sont classées. Il y a les églises peintes qui sont classées aussi. Il y a le delta du Danube qui est classé. La liste est assez longue. Il y a Sigishwara, il y a les villages fortifiés saxons. On ne peut pas dire qu'on ne connaît pas. Au Chamontana, c'est sûr que le combat, c'est un vrai combat, parce que là, c'est pas... il est juste parce que, effectivement, c'est un vrai combat de principe, et c'est comme ça qu'on perd des grandes batailles. Il ne faut pas céder sur ce sujet, parce que c'est un petit pays, c'est quelques montagnards et quelques monuments en Inde là-bas, mais en même temps, c'est un paradis, c'est-à-dire c'est un lieu magnifique. Donc on peut transformer dans un lac de cyanure de 2 km de diamètre, avec, comme les publicités le montraient, avec des bateaux et même des gens qui, dans un futur idéal, pourraient même pêcher et nager dans ce lac où, dans un premier temps, on a mis de la cyanure. Je pense que personne ne se baignera pendant une centaine d'années sans sortir indemne. Enfin, c'est un vrai combat. The Gold Corporation, parce que, comme on était sur place plusieurs fois, on a compris que la politique de cette société, c'est de faire du faux investissement, d'embaucher tous les gens des villages là-bas, leur payer un salaire pour alourdir la note que l'État roumain doit rembourser et avoir aussi une opposition locale. C'est-à-dire les familles de ces gens-là, soi-disant, sont favorables. Quelques intellectuels farfelus viennent faire des choses un peu extravagantes là-bas, et que les pauvres gens, les mineurs, et leurs familles qui meurent de faim, on ne les laisse pas gagner leur vie en travaillant dans les mines comme ils ont fait toute leur vie. Puisque l'État avait un organisme, il y avait une structure minière là-bas qui a fermé, puisqu'il n'y avait plus grand-chose qui marchait, et la structure Gold Corporation a embauché ces miniers. Donc il y a toute une mise en scène qui est assez extravagante. Comme je dis, ces gens-là, ils n'ont pas de travail et ils font qu'alourdir la note. Aujourd'hui, on est à des milliards, mais avant, on n'était pas
ça n'a jamais fonctionné. Il y a eu aussi, il y a une participation de l'État dans cette société qui est de l'ordre, je ne sais plus, à 1,2%. Donc c'est une société avec participation de l'argent de l'État romain. Donc les choses sont viciées à la base, forcément. Et si cette affaire ne sort pas, il y aura, j'imagine qu'il y a un chantage que la société Gold Corporation peut faire avec une longue liste que vous avez vu sur les caricatures des murs de Bucarest. On sait que plusieurs premiers ministres et présidents successifs sont redevables à cette société de quelques avantages importants que la société saura faire appeler. Et voilà, ça ne fonctionne pas. On a fait une expertise archéologique pour dire que on a fouillé, on a la connaissance de tout ce qui est dans le sous-sol et que désormais, ça n'a plus tellement de valeur, on peut détruire. Et il y a eu un contrat qui est passé par la Gold Corporation avec l'INRAP, qui est une structure archéologique de France, 3 millions d'euros. Et pour 3 millions d'euros, on a eu une décharge, une démonstration, parce que j'étais présent, j'ai écouté l'INRAP présenter leur savante. Ils ont fouillé pendant, je ne sais pas, une année et quelques, ils ont tous les moyens qu'ils voulaient. Ils sont allés dans ces galeries antiques, les dates ont travaillé après les Romains, après le Moyen-Âge. Ils ont fait des plans, des photos, des prélèvements, ils ont fait des rapports très savants et ils ont conclu que désormais la connaissance qu'on avait était suffisante et que comme les lieux étaient dangereux, alors que ce n'était pas du ressort des archéologues de dire ça, mais ils ont dit que en plus c'était suffisamment dangereux qu'il y avait de l'eau, que les galeries étaient mal étayées et que c'était mieux de faire un facsimilé, donc de faire une maquette avec un moulage des galeries antiques et où les gens pourraient venir en sécurité visiter voilà, dans un lieu qui ressemblerait à ça. Donc la Gold Corporation a acheté l'INRAP français, a acheté des architectes du patrimoine roumain, des peintres restaurateurs roumains, pour travailler pour eux et faire des communiqués en presse pour présenter au public, faire de la fausse information. Et oui, tant qu'on n'est pas perdu au Chamontane ou un ou deux combats de ce type, c'est très important parce que ça montre que la société civile peut aussi gagner. L'État a perdu, je ne sais pas, il y a eu 3 procès, ils l'ont perdu sur le permis de construire, ils ont fait recours, reperdu. L'association, enfin les associations de Chamontane, ce sont plusieurs, ont embauché ils ont eu des avocats bénévoles qui ont été excellents, qui ont fait perdre l'État. Enfin, je trouve ça. Il ne faut pas perdre d'espoir. À Chamontane, on n'a pas pu continuer parce que c'est trop politisé et qu'on était très mal vu, donc on s'est décalé. Les workshops se font à Mouch. Il y a une des petites, c'est un hameau par rapport à. Mais c'est à quelques kilomètres de Rochelle, 1 km 15. Et dans le village, un des projets qu'on a eu, c'était de restaurer l'école, l'ancienne école qui était en ruine, sans toit. En plus, c'était intéressant, construit au début du siècle par l'architecte italien. C'est un endroit qui a beaucoup bougé. Chamontane, c'est des gens, des aventuriers qui sont venus de partout chercher l'or. Donc il y a de tout, des Brésiliens, des Allemands. C'est un monde très particulier. Et il y avait cette école faite par des Italiens. Donc on a fait un projet de restauration. On a vu la mairie, c'est la propriété de la mairie. Et l'association de Stéphane Yann, on a dit, on fait le projet, on vous aide financièrement, on dépose l'autorisation de travaux. On a fait le projet, le maire n'a pas voulu signer. Enfin, il a gardé un certain nombre de jours chez lui, et puis il a laissé entendre qu'il ne voulait pas prendre de risque, il ne voulait pas signer un projet comme ça. Il préférait, parce que revitaliser une zone qu'on a décrété qu'elle va inonder, qu'on va tout virer, voilà, ça ne marche pas bien. Et c'est souvent, on est confronté par des choses comme ça. Il devait venir, par exemple, le jour où on termine le workshop, le dernier jour, parce qu'il y a une festivité, on donne quelques médailles à la maison la plus belle, ce qu'il y a au long des archives les mieux conservées. Enfin, il y a un petit événement, les enfants font des dessins, et le maire est là pour annoncer que l'année prochaine, on va faire autre chose. On a dit, cette année, on a fait ça et ça et ça. Et à la dernière minute, voilà, j'étais là, on a su qu'il ne venait pas et qu'il n'y avait aucun membre de son
conseil municipal qui est autorisé à venir participer à cette fin d'atelier. C'est sans arrêt, on sent. Alors, les seules choses qu'on a pu faire, c'est quand les gens ne se rendent pas compte. Donc, par exemple, on a fait un inventaire des croix de chemin et des stèles, des choses comme ça, des objets de patrimoine qu'on a considérés comme des objets mobiliers individuels. On a trouvé, je ne sais plus, une trentaine d'objets comme ça. On a fait des fiches par objet. On a proposé un classement. Et là, le maire a signé parce qu'il n'a pas compris. C'est passé au ministère de la Culture. Donc ça a été protégé. Une liste de protection sur tous ces croix de chemin. Et chaque croix de chemin génère un périmètre de protection autour. Ça, ils n'ont pas compris ça. Ah, trop tard. On ne peut pas le déplacer. Non, on va rester en mais place. même lui, si tu veux construire une buvette en plastique à 50 mètres, tu ne peux pas. Enfin, la loi le protège. Ils n'ont pas compris qu'on a créé une toile d'araignée avec, non seulement qu'on a protégé ces croix, maintenant qu'on doit faire un toit, et les peindre, et voilà, mais que ça génère une protection. Mais on leur a expliqué qu'est-ce que ça va donner. Surtout pas signé. Oui, c'est quand même assez délicat. Visité Rocher à Montana il y a un an déjà. Il y avait une vingtaine de villageois qui s'étaient regroupés dans une association et ils étaient décidés à ne pas vendre leur terre. Ni leur terre, ni leur maison. Ni leur maison, ni rien du tout. Et donc je voulais savoir si éventuellement ils existaient toujours ou si finalement ce mouvement qui était créé à cette époque-là a disparu. La résistance est très forte à cet endroit. Mais les cas de figure, c'est assez terrible. Je vous donne un exemple. Une belle maison 17e, comme il y en a 18e, une grosse maison de mur, qui est propriété de deux frères. Ils sont assez âgés, deux, moitié-moitié. Un des frères s'est fait acheter. Il a vendu sa partie. Donc c'est une maison traditionnelle, avec des pièces qui ouvrent d'une en l'autre, avec une grande rispa, oui, avec un étage, des caves. Et donc artificiellement, elle est divisée en deux. Donc d'un côté, il y a la plaque Gold Corporation, de l'autre côté, il y a le frère, 60, on allait le voir, qui s'est barricadé dedans, il est là, prêt. Il ne part pas parce qu'il dit, si je suis parti, soit ils vont mettre le feu, soit... Et qu'il a ses archives, il nous les montrait par la fenêtre. J'ai des archives, mes actes de propriété du 19e, du 18e, tous ces papiers, c'est une histoire de fou. Et puis, il y a une vraie intimidation. Si vous allez sur place, vous voyez, les gens de la Gold Corporation qui l'ont employé, ils ont des 4x4 noirs, ils sont tous des baraques comme ça, et ils roulent, vous rasent, ouais, ils passent vite à côté de vous, voilà, pour vous comprendre que Ils sont là, oui. il y a encore ça, mais voilà, si vous traînez encore par là, bon, là, nous, on va prendre le virage plus court. Ouais, il y a un côté, et puis le frère qui, lui, n'a pas vendu, qui est encore là, si les autres, ils démontent le toit à moitié, et, enfin, vous voyez, c'est ingérable. Il y a un côté, c'est assez pathétique, mais les gens résistent, mais il y a aussi une limite humaine. C'est pour ça que bah, le fait qu'il y a à l'école d'architecture des jeunes, il y a des gens qui viennent, des associations, quelques professeurs, des gens du musée du village, c'est aussi entretenir ce côté, enfin, il faut se battre, on ne va pas donner l'impression qu'ils ne sont pas seuls, parce que c'est sûr que on fait des travaux sur n'importe quoi, sur du paysage, sur les fontaines, sur de l'eau, sur les meules de foin, enfin, c'est histoire d'être là et montrer que c'est beau et que faut pas lâcher ce morceau. Ils ont des méthodes, par exemple, Gold Corporation, non seulement qu'ils ont acheté des archéologues français et autres, mais ils ont un musée, ils ont fait leur propre musée. Et ils parlent de la mémoire de la mine, des gens, voilà, et ils organisent tous les ans une fête, des miniers, donc c'est eux qui, enfin, pour leur travail, donc ils montent ces gens-là pour dire que ça soit eux qui respectent, parce que voilà, les gens de Bucarest et les intellectuels ne les empêchent pas de travailler et de vivre. Je ne dis pas que la législation fonctionne, parce que comme, par exemple, il n'y a aucun... tout est gelé sur ce territoire. Vous ne pouvez pas demander une autorisation de faire une auberge. Vous ne pouvez pas faire d'investissement dans ce périmètre, puisque
c'est le périmètre qui est pris pour l'instant pour la Gold Corporation. Donc, c'est vrai que ces villages, à terme, ils sont condamnés, parce que les paysans voient que dans d'autres villages, ils construisent, voilà. ils vendent, ils ont des magasins, ils gagnent de l'argent. Là, ils ne peuvent pas gagner de l'argent, à cause, puisque tout est figé. Donc, à un moment donné, même eux-mêmes, ils vont déserter, parce qu'on ne les laisse pas vivre. C'est très compliqué. C'est perfide, mais c'est fait comme le communisme a déjà fait ailleurs. C'est tellement machiavélique quelque part. Et c'est pas du tout au premier degré, c'est bien préparé tout ça.